Jean-Vincent, pourquoi le Parti communiste, pourquoi le communisme? Pourquoi et comment? Pourquoi et comment? Et quand? Et quand? Tout d'abord, je ne voudrais pas vous décevoir, mais je n'ai pas à vous exposer une existence exemplaire qui puisse servir de modèle. C'est une vie toute simple, en somme, qui a été la mienne, et j'oserais dire une vie ordinaire. Et c'est vrai qu'elle a commencé très tôt à prendre un tour, pour certains, inattendu. Et je ne sais pas trop bien par quoi commencer. Le plus simple, c'est de commencer par ma naissance. Je suis né un jour de juillet 1906, au moment précis où passait sous les fenêtres de la maison familiale le cortège qui emmenait à sa dernière demeure un des dirigeants du radicalisme qui s'appelait Alfred Vincent. Et la sage-femme dit à cette occasion: un Vincent s'en va, un autre arrive. C'est sur cette remarque hautement philosophique que je suis entré dans la vie. J'espère d'ailleurs que c'est le seul contact que j'ai eu ou que j'aurai jamais avec le radicalisme gouvernemental. Et puis, je suis né dans un quartier très populeux et populaire, où mon père était pasteur, ce qui ne semblait pas me prédisposer à entrer dans la jeunesse communiste et dans le Parti communiste. Mais justement parce que c'était un quartier populeux et populaire, j'y ai noué beaucoup d'amitiés, qui durent encore. J'ai piraté dans ce quartier, comme on disait à cette époque, au bord du lac. Je n'étais pas objecteur de conscience et j'ai même fait la guerre contre le quartier de Saint-Gervais, guerre victorieuse d'ailleurs. Je suis entré à l'école de la rue de Berne, dans ce quartier des Paquis à Genève, ensuite au collège de Calvin, et puis à l'université. Comme vous voyez, tout ça est sans histoire aucune. Des études extrêmement rapides, je les ai finies à 21 ans. Mais justement, vous parlez de vos études, vous avez choisi le droit, pourquoi le droit? Eh bien, s'il fallait se demander pourquoi, peut-être parce que c'était les études qui me permettaient d'entrer le plus rapidement possible dans la vie. Et pourquoi je suis entré dans la vie de cette manière-là? On m'a posé souvent la question, et ceux qui sacrifient au freudisme voulaient absolument que ce soit par révolte contre le père. C'est pas si compliqué que ça. En fait, je crois, si j'essaye de rappeler mes souvenirs, je crois que c'était par aversion de la charité. J'ai vu la charité de près. Et je dis aversion, c'est pas un mot trop fort. C'était presque une haine de ce sentiment charitable qui m'a d'ailleurs toujours suivi. Je choquerai peut-être quelqu'un en le disant, mais c'est ainsi. J'ai bien connu Henri Barbus, l'écrivain français qui avait obtenu le prix Goncourt, qui venait souvent ici à Genève pour lutter contre la guerre et le fascisme. Et Barbus avait dit une fois: la pitié a les yeux crevés. Et je crois que la charité aussi a les yeux crevés. La pitié comme la charité sont aveugles. Elles tâtonnent, elles ne guérissent pas les plaies. Elles les enveniment, je crois. Enfin, la pitié, pour vous, était tout de même liée à la profession, à la vocation de votre père. Oui, mais justement, j'y viens. Et je disais tout à l'heure que la pitié et la charité enveniment les plaies. Et ce qu'on appelle l'ingratitude des pauvres, à mon avis, n'est que de la rancœur. Une rancœur parfaitement compréhensible. C'est la même que doivent éprouver les peuples en voie de développement devant certains aspects d'une charité internationale. Et c'est ce qui vous explique que, après tout, à cette charité que je voyais de trop près, j'ai opposé très vite la justice. Et que j'ai été tout entier gagné par la passion de la justice. J'imagine que ça provoquait quelques remous dans votre famille, non? Oui, ça en a provoqué. Encore que j'avais un père qui était sur le plan du dogme un protestant libéral, mais qui n'était pas un homme de gauche du tout sur le plan politique. Et ça a provoqué évidemment quelques difficultés et quelques heurts. Mais enfin, je vous le dis, j'avais vu la charité de trop près. Une anecdote où, pour vous donner un point de repère, c'est plus qu'une anecdote, c'est pas une fable, c'est un apologue auquel on pourrait donner le titre d'un apologue de La Fontaine ou de Florian et l'appeler
le financier, ou bien le banquier et le buveur. Mon père était allé chercher chez un banquier un matelas pour un des enfants de ces pauvres. Il se trouvait que ce pauvre buvait trop. Et comme souvent, les ivrognes, il avait une nombreuse descendance. Et le banquier refusa ce matelas. Il punissait donc l'ivrogne en question dans sa descendance. Je me souviens que ça m'avait profondément indigné. C'est une anecdote, encore une fois, mais qui explique sans doute pourquoi j'en suis venu là. Mais tout à l'heure, vous citiez Barbus. Est-ce que, si on fait allusion au livre Le Feu, est-ce que vous avez, quand vous étiez jeune, été influencé par certains auteurs, par certaines lectures? Vous avez lu Marx, par exemple? Certainement. Non, ça n'est pas par Marx que j'ai commencé. J'avais lu Barbus, j'avais lu Romain Rolland, j'avais lu beaucoup d'autres auteurs, et ce n'est qu'ensuite que j'en suis venu à des lectures plus sérieuses, si vous permettez ce mot, plus scientifiques, hein. Mais ça n'est pas du tout par le biais d'une étude scientifique de la réalité que je suis arrivé aux convictions qui sont les miennes. Vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus direct. Vous parliez tout à l'heure justement des paquis du quartier populeux. Est-ce que c'était aussi une réaction sociale, enfin j'en parle contre la misère sociale qui pouvait exister? Oui, évidemment, on vivait... Ça n'était pas... Si, c'était une certaine misère pendant la guerre de 1914-1918, par exemple. Elle existait, et je la connaissais, je la voyais, je la touchais du doigt, et mes petits copains vivaient dans des familles très, très modestes. Ça aussi, ça a pu jouer un rôle. Enfin, j'imagine que le fait de la révolution soviétique a joué un rôle, non, dans votre vocation communiste? Bien sûr, puisqu'en 1923, je suis entré dans la jeunesse communiste. Et en 1924, dans le Parti communiste. Et là, même la première fois que j'ai pris la parole en public, c'était pour la mort de Lénine en janvier 1924. J'avais eu quelque intérêt pour les anarchistes, en passant, comme ça. J'entends pour les anarchistes de l'époque, c'était pas ceux d'aujourd'hui, c'était des vrais. Ça ne vous est jamais resté? Je pense... Oh, alors peut-être que certains de mes amis vous diront que il peut m'en être resté quelque chose, je n'en sais rien. Mais je pense à Malatesta, Jean Grave et à celui qu'on appelait ici le père Bertoni, Louis Bertoni, dont on se souvient à Genève, qui était un typographe, qui vivait de pain et d'eau, qui composait son journal lui-même, qu'il tirait lui-même et qu'il vendait lui-même. Et qui, lorsqu'il prenait la parole dans les meetings, les yeux fermés, d'une voix monocorde mais forte, conseillait d'étrangler le dernier des rois avec les boyaux du dernier prêtre, mais qui n'avait pratiquement étranglé personne. Enfin, c'était des anarchistes d'une autre espèce. Et très vite, j'entends d'une autre espèce qu'un Cohn-Bendit, par exemple, dont on ne parle plus guère, du reste, depuis qu'il est devenu star de cinéma. Mais, à part cela, je me suis rendu compte assez vite que l'anarchisme avait, pour employer l'expression allemande, de courtes jambes, et que ça n'allait pas très loin. Et précisément, en étudiant ce qui s'était passé au moment de la Révolution russe, qu'on appelait alors la Révolution russe, qu'on appelle maintenant la Révolution soviétique, mais qu'on appelait alors la Révolution russe, qui était soutenue avec l'ardeur que vous savez précisément par des hommes comme Barbus, comme Romain Rolland, et comme beaucoup d'autres, l'intérêt m'est venu pour la chose politique. C'est ainsi que je suis entré dans la jeunesse communiste, puis dans le Parti communiste. Ceci dans les années 23. Dans les années 23-24. Enfin, vous êtes entré dans ce Parti communiste avec quel objectif? Pour faire quoi? Avec l'objectif de changer le monde, de changer la société, donc avec un objectif extrêmement ambitieux. Faire la révolution. Faire la révolution. Faire une révolution sociale profonde, oui. Et je suis entré en même temps, à peu près en même temps dans la profession, puisque en 1927, je finissais mes études. Je suis entré d'ailleurs d'une manière curieuse, j'avais été arrêté au moment des manifestations pour Sacco et Vanzetti. Il y avait dans le monde entier des manifestations énormes pour Sacco et Vanzetti. On pourrait rappeler peut-être rapidement de quoi il s'agissait? Et Sacco et Vanzetti avaient été condamnés à mort et ils devaient être exécutés précisément ce 22 août 1927 pour avoir prétendument, aux États-Unis, pour avoir prétendument commis des attentats. Et c'était l'époque où on arrivait à mobiliser des millions d'hommes pour deux innocents. Une époque assez révolue. J'ai été arrêté dans cette manifestation, détenu, et j'ai comparu devant le tribunal de police où je n'avais qu'un souci qui est celui de tout prévenu qui s'approche de la barre. C'était de ne pas perdre mes pantalons.
étant donné que l'administration pénitentiaire, comme vous le savez, vous prive de vos bretelles pour vous éviter la tentation du suicide, qui ne nous approchait pas du tout, cette tentation. Et j'entendais derrière moi celui qui devait être ensuite mon patron, et un excellent patron, qui s'appelait Maître Dicker, s'adresser au tribunal en ces termes: « Monsieur le Président et messieurs, je vous présente mon futur collaborateur. » C'est comme ça que je suis entré au barreau. Ça ne m'a pas nui, du reste, à dire vrai. Et ça m'a permis de commencer une carrière où j'ai pu, du point de vue de la défense, justement, ça n'est pas la pitié qui m'inspirait. C'est au contraire le sentiment d'une certaine justice à défendre. Et au fond, ce n'est pas seulement la justice des hommes que je voulais m'efforcer de rendre plus clairvoyante et plus lucide, mais je songe même à une justice qui n'est pas de ce monde. Justement, vous vous étiez engagé, et alors après cet engagement, quelle était en quelque sorte votre action? Comment en fait avez-vous mis en application dans les années 25-30 votre engagement politique, votre volonté révolutionnaire? Qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien, dans les années 25-30, j'apprenais mon métier. Je dis métier plutôt que profession, c'est un mot qui est plus beau et plus direct. Et puis dans l'année 32, je suis parti en Chine. J'ai abandonné celui dont je vous parlais tout à l'heure, mon patron, théoriquement pour quelques semaines. J'y suis resté 1 an. Je suis allé là-bas en Chine défendre 2 camarades qui étaient condamnés à mort. Il s'agissait d'obtenir que cette condamnation à mort soit commuée en une détention perpétuelle, de manière qu'ensuite ils puissent être échangés et relâchés, ce qui a été le cas. J'ai passé là-bas donc en Chine à peu près 1 année. C'était la guerre civile, déjà. C'était la guerre civile, c'était la terreur blanche, c'était le régime de Chiang Kai-shek, et de plus, il y avait encore à Shanghai un incident avec les Japonais. J'ai vécu dans 3 villes, à Shanghai, à Nankin et à Suzhou. J'ai vu surtout, et il est vrai, les prisons et les tribunaux. J'ai peu approché les Chinois parce que je ne pouvais pas les approcher. Ou plus exactement, eux ne pouvaient pas s'approcher de moi. Je constituais un danger pour eux. Et le seul avec lequel j'ai entretenu des relations un peu étroites, le vice-recteur de l'université de Shanghai, a été assassiné 6 mois après mon départ de Chine. Vous n'avez pas rencontré quelques-uns des dirigeants du pays d'aujourd'hui? Non, ils étaient dans une toute autre région. Ils se battaient au centre de la Chine, où il y avait un pays de 80 millions d'habitants, qu'on appelait la Chine rouge, déjà à ce moment-là. C'est là que se trouvaient en particulier Mao Tse-tung et ceux qui dirigent aujourd'hui le Parti communiste chinois. Mais la Chine, à cette époque-là, en 1932, ça a été une expérience extrêmement intéressante. C'était un pays ravagé par les épidémies, par la famine. Chaque année, 5 à 10 millions de personnes mouraient de la famine. Dans la ville de Shanghai où j'habitais, toutes les années, on ramassait 30 000 cadavres d'enfants morts-nés dans les rues, dont les parents se débarrassaient en les jetant par la fenêtre lors de leur naissance. Je voyais circuler ces bicyclettes avec une corbeille devant le guidon, comme en ont les porteurs de journaux chez nous, qui étaient remplies de cadavres d'enfants. Et ces bicyclettes portaient l'inscription suivante, cimetière de bienfaisance de Shanghai. Ça m'a remis en mémoire tout ce que je pensais sur la charité. Alors cette bienfaisance consistait à ramasser ces petits cadavres de nouveau-nés, à aller les jeter dans des fosses communes et à les asperger de chaux vives pour les faire disparaître en raison des épidémies. C'était ainsi que la Chine vivait. Les outrages ne lui manquaient pas. Le seul jardin qu'il y avait à Shanghai, qui se trouvait sur les bords du Huangpu, le Garden Bridge, portait cette inscription « Interdit aux chiens et aux Chinois ». Les passagers des pousse-pousse, surtout les Anglais, frappaient communément celui qui tirait le rickshaw, ou lui jetaient les quelques centimes qui constituaient le prix de la course, les lui jetaient dans la boue. Sur les ponts et dans les rues, on traînait les fardeaux les plus lourds, les plus pesants comme des turbines avec des attelages humains de 50, 100 coulis. Et tout ça, au fond, vous a confirmé dans vos idées communistes. Tout cela m'a pleinement confirmé dans mes idées et j'ai vécu dans un état de révolte constante. Et vous êtes Finalement, je ne pouvais plus supporter la vue de tout cela. Enfin,
J'étais soutenu par l'idée qu'il fallait absolument sortir mes 2 camarades et mes 2 clients de prison. Et je ne suis pas parvenu à les sortir de prison, mais ils sont sortis 2 ans après. Et vous êtes rentré à Genève. Vous n'avez pas participé, vous n'avez pas... Lorsqu'il y a eu les événements de novembre 32. Non, je les ai appris dans le transsibérien, parce qu'à cette époque-là, on voyageait dans le transsibérien. Je me trouvais sur les bords du lac Baïkal, quand un officier de l'armée rouge qui parlait l'allemand est venu me lire dans la Pravda le récit des événements du 9 novembre 1932 à Genève. C'était pour moi tellement incroyable que je lui ai demandé de reprendre sa traduction, de me redonner quelques précisions, et notamment 1 ou 2 noms propres, qui m'ont permis de me convaincre qu'effectivement, cela s'était passé.